À la une de l'actualité, alors que le verdict dans le dossier de l'ancien garde des Sceaux était attendu pour ce mercredi, finalement, il a été reporté pour le 1er septembre prochain. La Cour de cassation justifie ces reports suite aux contraintes organisationnelles. Mais avant cette annonce, les installations de la Cour de cassation ont été hautement sécurisées et Mutamba continue de bénéficier du soutien de ses partisans. Kinshasa dit oui au retour de plus de 83 000 réfugiés congolais au Rwanda, mais elle veut au préalable s'assurer de l'authenticité de ces chiffres lui fournis par Kigali et certifier la nationalité de ces personnes. Ces précisions ont été données par le patron de la territoriale, Jacques Machabani. Et 4 miliciens Mobundo ont été tués par les forces armées de la RDC après l'attaque de ces derniers contre un véhicule de transport entre le village Tobakita et Limete. Voilà tout pour le titre, mesdames, messieurs. Le journal, c'est tout à l'heure. Nouvelle édition d'information sur Bossolo TV. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition du journal par cette information alors que le verdict du procès de Constant Mutamba était attendu ce mercredi 27 août. La Cour de cassation a annoncé son report pour le 1er septembre. Les juges ont estimé ne pas être encore prêts à rendre leur arrêt. Edouard Chama et Fiston Mohamed étaient sur place. Initialement prévu pour ce mercredi 27 août 2025, le verdict dans l'affaire opposant l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungunga, au ministère public pour un présumé détournement des deniers publics n'a pas été rendu, bien qu'il ait été très attendu par plus d'un Congolais. Les avocats de la défense évoquent des raisons organisationnelles qui ont conduit au renvoi au lundi 1er septembre 2025. Cependant, dès les premières heures de la journée, une importante mobilisation a marqué les abords de la cour. Ce climat a conduit les forces de sécurité à déployer un dispositif conséquent pour assurer la sécurité aux alentours du siège de la haute juridiction du pays. Malgré la pression montante, aucun incident n'a été signalé avant les 10 reports. Contrairement aux précédentes audiences, celle de ces mercredis a été animée d'une tension palpable. Les avocats de la défense, les professionnels des médias et les partisans, assis main aux joues, étaient inclinés, étaient tous sous la pression d'une agitation sans précédent, attendant l'ouverture du procès et les prononcés du verdict qui a finalement entraîné les reports. Alors que la Cour de cassation a annoncé ce report via une correspondance adressée à la défense, l'un des avocats de la défense parle d'un incident procédural. Aujourd'hui, nous étions confiants pour venir assister à l'acquittement pur et simple de notre client, Maître Constant Mutamba. À notre grande surprise, après plusieurs heures incompris, il y a une requête qui nous provient de la greffe de la Cour de cassation, en signifiant dedans qu'il y a un report dans les délais de 5 jours. On nous a expliqué qu'il s'agissait d'un problème lié à l'organisation. Et c'est pour la première, c'est aussi historique pour nous, que lors d'un prononcé de l'arrêt, on fait un report. Le procès impliquant l'ancien garde des Sceaux qui fait l'objet d'accusations de détournement de fonds publics retient non seulement l'opinion nationale mais aussi internationale. Le report de ce procès soulève ainsi des nouvelles interrogations sur les implications politiques et judiciaires de ce dossier. Toujours dans le même chapitre, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a été escorté ce mercredi par une foule nombreuse et accuse à sa cause de son domicile jusqu'aux abords de la Cour de cassation. Cette mobilisation a été marquée par de scènes de ferveur populaire, mais aussi par l'intervention de forces de l'ordre. Il convient de noter que ce cortège de l'ancien garde des Sceaux ne pas arrivé dans les installations de la Cour de cassation. Grady Ponchi et Aristote Batouma ont été sur le terrain. Ils ne lâchent pas leur leader. Constant Mutamba continue de bénéficier du soutien de ses partisans. Alors que le verdict était attendu pour ce mercredi, dès les premières heures de la journée, les partisans de l'ex-garde des Sceaux se sont regroupés devant sa résidence pour l'accompagner jusqu'à la Cour de cassation. Les partisans de Mutamba ont envahi quelques artères de la capitale, scandant des chants et brandissant des pancartes en sa faveur. Ces derniers ne jurent que par son acquittement. La foule s'est mise en mouvement au rythme du cortège, traversant plusieurs quartiers de Kinshasa, notamment Saint-Luc, le camp Loano et Magasin Kitambo.
À chaque étape, la mobilisation s'est amplifiée, prenant parfois l'allure de manifestations incontrôlées. Les éléments de la police anti-émeutes ont dû intervenir à plusieurs reprises pour contenir la foule, notamment par l'usage de gaz lacrymogène afin d'éviter tout débordement. Lorsque la nouvelle du report du procès est tombée, l'ancien garde de Sceaux a rebroussé chemin. Mais loin de se disperser, la foule a continué de l'escorter avec la même ferveur, provoquant de nouveaux attroupements, notamment sur l'avenue de l'Aurore et à Magasin Kitambo, où les forces de sécurité ont dû intervenir une seconde fois. Entre cris de colère et chants de soutien, les partisans de Constant Moutamba affirment leur conviction en son innocence et dénoncent ce qu'ils considèrent comme une injustice. Un climat de tension et d'émotion qui montre combien ce dossier continue de diviser et de mobiliser l'opinion publique congolaise. Et l'Observatoire de la dépense publique ODEP dénonce un procès vide de sa substance et appelle à des réformes profondes pour mettre fin à l'impunité en République démocratique du Congo. Dans un communiqué rendu public, l'Observatoire de la dépense publique ODEP a sévèrement critiqué la conduite du procès de l'ancien président Joseph Kabila, qu'il qualifie des nouvelles occasions historiques manquées de rompre avec la culture d'impunité qui gangrène la RDC depuis son indépendance. Pour l'ODEP, le procès aurait dû marquer un tournant décisif dans la lutte contre les crimes d'État. Mais au lieu d'aborder les questions de fond telles que les crimes politiques, humains et économiques commis sous les régimes Kabila, la justice congolaise s'est limitée à la question de sa nationalité. L'organisation s'indigne également du silence judiciaire autour du scandale Congo Hold Up qui révèle les détournements des 138 millions de dollars américains via la société Écran Sud-Wall. Elle déplore aussi l'absence des poursuites pour des faits graves comme l'assassinat de Floribert Chebeya ou les répressions sanglantes contre le mouvement citoyen. Face à ce qu'elle qualifie de procès-spectacle, l'ODEP recommande l'instauration d'un audit post-mandat présidentiel avec les soutiens du FMI, de l'Union africaine et de l'ONU afin que chaque ancien chef d'État rende désormais compte de sa gestion devant la justice. Après la prison de Makala et celle de Ndolo, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde Sceaux, Guillaume Nguifa, s'est déplacé de Kinshasa jusqu'au Congo central où il a visité le locataire de la maison carcérale de Luzumu mardi 26 août. Accueilli par le directeur de cette prison, Guillaume Nguifa a eu des explications claires quant à la population ainsi qu'aux conditions carcérales avant de passer bloc après bloc pour une visite minutieuse. Israël Otumba pour plus en détails. C'est dans le cadre d'une série de visites de maisons carcérales que le cortège du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Nguifa, a atteint les territoires de Kasangulu dans la province du Congo central pour la visite de la prison de Luzumu. Le patron de la justice a été accueilli par le directeur de la détention, M. Longi Kaninda, aux environs de 11h30, en présence des responsables de l'administrateur du territoire. Le militaire a été conduit pour une visite guidée, peu après le directeur de la prison de Luzumu a donné l'aperçu général de cette maison carcérale. Le camp de détention de Luzumu se situe dans le territoire de Kasangulu, plus précisément dans la province du Congo central. Effectif de 703 détenus. Parmi les 703 détenus, avant de vous donner les détails, je vais d'abord vous donner la particularité du camp de détention de Luzumu. Le camp de détention de Luzumu, c'est un camp là où on amène les détenus qui viennent purger leur peine. Donc les détenus condamnés définitifs qui ont déjà épuisé le voie des recours. Ils viennent ici seulement pour purger leur peine. Donc, nous n'avons pas de détenus préventifs, nous n'avons pas des mineurs, il n'y a pas de mineurs ici, et aussi, nous n'avons pas de femmes.
Une prison hautement sécurisée de 2095 hectares abrite en 7 bâtiments modernes avec une situation carcérale de 703 détenus généralement constitués des hommes. Comme pour Makala Ndolo, le ministre d'État en charge de la justice a procédé à une visite minutieuse dans le but de se rassurer des conditions de vie des détenus tout en étant à l'écoute des requêtes du personnel. Visitant le bloc pharmaceutique, le MINETA a eu des explications limpides quant à la provision de médicaments et leur conservation tout en soulignant que tout est gratuit. Chez nous, en réalité, tout est gratuit. Donc, il n'y a rien qui est monnayé ici. On n'achète pas les médicaments, on n'achète pas les places pour dormir, on n'achète pas, on ne paye pas pour la visite. Donc, tout est pris en charge par l'État sous la supervision de la direction. Après cette visite, le MINETA s'est dit satisfait et a promis d'améliorer les conditions de vie des locataires de cette maison carcérale. De l'autre côté, le FARDC annonce avoir tué 4 combattants de la milice Mobondo dans le territoire de Kormouth, en province de Maïndombe. Selon le capitaine Anthony Mwalouchaï, porte-parole des opérations Gemba, ces combattants ont été neutralisés par l'armée loyaliste après que ces derniers ont tendu une embuscade aux usagers de la route nationale numéro 17 entre les localités Toubakita et Limete, qui a coûté la vie à 2 personnes, dont un militaire FARDC. Le capitaine Anthony Mwalouchaï a été joint au téléphone par Ben Israël Tumba. Les assaillants Mobondo ont tendu une embuscade à un camion civil, causant la mort de 2 personnes, dont un chauffeur et un militaire, en route vers son unité. 2 autres passagers blessés ont réussi à s'échapper. Alertés, les unités des FARDC basées au village Kinsele sont rapidement intervenues, lançant une opération de ratissage qui a conduit à la neutralisation des 4 assaillants Mobondo. Les opérations de sécurisation se poursuivent dans la zone. Le commandement des FARDC affirme sa détermination à traquer sans relâche tous les éléments Mobondo qui refusent de se conformer aux directives de la réserve armée de la défense ROD en cycle. L'armée ne saurait tolérer la présence des groupes armés sémant l'insécurité et défiant l'autorité de l'État, quelle que soit leur motivation. Les FARDC appellent la population du territoire des Kormouth et des environs à la vigilance et les invitent à collaborer avec les forces loyalistes en dénonçant tout individu armé ou impliqué dans ces violences. Tout à fait autre chose dans ce journal. L'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo est arrivé ce mercredi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il fait partie de 5 facilitateurs désignés par l'Union africaine pour accompagner les efforts visant à rétablir la paix dans l'est du pays, une région toujours marquée par la présence de forces rwandaises et du groupe rebelle M23FC. Selon plusieurs sources diplomatiques africaines, cette visite s'inscrit dans le cadre des initiatives continentale visant à mettre fin aux violences persistantes dans cette partie stratégique de la RDC. La mission d'Obasanjo et des autres facilitateurs est de favoriser le dialogue entre les parties prenantes et de soutenir la mise en œuvre des accords de paix. L'instabilité dans l'est du pays continue de provoquer de déplacements massifs de population et fragilise la sécurité régionale. L'intervention de l'UIA, avec l'appui de personnalités de point comme Olusegun Obasanjo, est perçu comme une étape importante pour ramener la stabilité et renforcer la paix durable dans cette zone. Et le processus d'accélération de rapatriement de réfugiés congolais et rwandais a été au cours d'un point de presse conjoint animé mardi 26 août par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemin Chabani et le haut-commissaire des Nations Unies pour le réfugié Filippo Grandi en visite officielle en République démocratique du Congo. D'après le chiffre du HCR, environ 83 000 Congolais se trouvaient au Rwanda. Le précision dans cet élément signé par Nadine Mayombe et rendu par Audrey Bozé. Au moins 83 000 Congolais se trouvent réfugiés actuellement au Rwanda pour des raisons de violence il y a plusieurs décennies au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Ces chiffres sont donnés par le gouvernement rwandais. Avant le rapatriement, Kinshasa veut s'assurer de l'authenticité de ces chiffres et certifier la nationalité de ces personnes.
Dans une conférence de presse conjointe avec le haut-commissaire des Nations Unies pour le réfugié, Filippo Grandi, le patron de la territoriale Jacquemaine Chabani a précisé que ces étapes, qui incluent l'identification de 10 réfugiés, devront être passées au peigne fin à travers de mécanismes dans le comité d'accueil. Maintenant, c'est un processus, un exercice qui nécessite à ce que du côté de la République démocratique du Congo, nous puissions identifier et certifier ce chiffre, certifier la nationalité aussi de ces personnes à travers les différents mécanismes dans les comités d'accueil. Ce qui, à ce jour, n'a pas encore été fait, mais on note 83 000 personnes qui sont recensées comme étant des Congolais vivant avec le statut de réfugié en République du Rwanda. Prenant parole, le haut-commissaire a par ailleurs salué le rôle de médiation joué par les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et dans la sous-région. Le haut-commissaire des Nations Unies a appelé à la dépolitisation de questions de réfugiés. L'accord de Washington et le processus, le dialogue de Doha avec la déclaration des principes, les deux ont reconnu dans leur texte l'importance de ce dialogue tripartite et de la recherche de solutions en matière de réfugiés avec le rôle facilitateur du HCR. Les deux personnalités sont revenues sur les engagements pris à Addis Abeba lors de la tripartite RDC, HCR et Rwanda, soulignant la nécessité de mettre en œuvre l'accord entre les deux pays et conclu sous la médiation des États-Unis et d'achever les discussions en cours à Doha entre Kinshasa et AFCM 23. Le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, Blaise Kilimbalimba, a lancé l'opération « Plus aucun véhicule ne doit circuler sans plaque d'immatriculation » dans le but de renforcer la sécurité routière et lutter contre la criminalité. Regardez. De la PCR. Nous avons rappelé que nous n'avons qu'un seul pays, c'est celui-ci, la République démocratique du Congo. Et que la PCR, comme d'autres services, devait savoir s'identifier pour bien jouer leur rôle. Ils sont les premiers à être en contact avec la population. Ils doivent donner des lignes directrices qui ne dérapent pas pour les uns et pour les autres. Nous les avons rappelé qu'ils sécurisent la population dans le domaine du trafic routier et que le manque d'une plaque d'immatriculation expose les victimes des accidents, expose aussi d'autres victimes à visite domiciliaire parce qu'on ne sera pas identifié. Ceux qui kidnappent les gens, ils sont là. Et nous mettons la main sur eux au quotidien, chaque jour. Dans leur 40e jour et dans le premier jour, un seul jour de la police, nous arrivons à toujours mettre la main sur eux. Alors c'est un rappel qu'on ne doit pas négliger ce qui est prévu par la loi. Et à la population de s'approprier cela. C'est pour son bien, c'est pour sa propre sécurité qu'on demande qu'un véhicule puisse porter une plaque d'immatriculation et qu'on demande à ce que ce soit une vraie plaque, tout simplement pour que l'auteur d'une infraction puisse répondre en cas d'accident ou en cas d'utilisation de ces véhicules dans des activités clandestines. On voudrait bien que tout le monde s'approprie cette leçon d'aujourd'hui et c'est pour bien garder notre ville et notre province du Haut-Katanga et dans le cadre de la sécurité des personnes. Le ministre de Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotaï, a présidé mardi 26 août 2025 la toute première réunion de la Troïka politique depuis l'avènement du gouvernement souminois II et sa reconduction à la tête de ses portefeuilles sur la mission du Fonds monétaire international attendue à Kinshasa du 4 au 10 septembre prochain. Reportage signé Nadine Mayombe rendu par Julia Kamon.
C'est la toute première réunion de la Troïka politique, présidée par le ministre des Finances Doudou Fwamba depuis l'avènement du gouvernement Souminois II et sa reconduction à la tête de ses portefeuilles. Les échanges ont porté sur la mission du Fonds monétaire international attendue du 4 au 10 septembre 2025 à Kinshasa pour préparer la deuxième revue des programmes FEC et FRD conclue entre le gouvernement congolais et l'institution de Bretton Woods. L'agenda de cette mission du FMI prévoit pour les 4 septembre prochain une séance inaugurale avec le ministre des Finances et les vice-premiers ministres en charge du budget. Ensuite, des réunions techniques seront organisées pour évaluer les différents engagements pris par le gouvernement dans le cadre de ces 6 programmes. À cet effet, le coordonnateur de la coordination technique des réformes, Félicien Moulenda, a rassuré que les différents indicateurs sont au vert. Il s'agit de la première réunion de la Troïka politique depuis la mise en place du nouveau gouvernement. Comme vous l'avez remarqué, il y a des membres qui ont changé. Au budget, nous avons un vice-premier ministre et nous avons également aux finances une nouvelle vice-ministre et également à la Banque centrale, il y a eu du changement. Et cette réunion prépare également l'arrivée la semaine prochaine d'une mission du Fonds monétaire international qui vient pour préparer la deuxième revue du programme. Il était question pour le ministre des Finances ainsi que ses collègues de la Troïka de faire le point. D'abord aussi la situation macroéconomique, regarder nos comptes et aussi de regarder l'état de mise en œuvre des engagements qui sont pris dans le cadre du programme avec le FMI. La mission de l'institution financière internationale se clôturera par une séance de restitution avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka programmée pour le 10 septembre 2025. Par ailleurs, au cours de cette réunion de la Troïka politique, le ministre des Finances a procédé avec différents services concernés à l'évaluation de la situation macroéconomique de la RDC. Celle-ci demeure stable, a indiqué les coordonnateurs du CTR. Ces derniers a également noté que l'inflation et les marchés d'échange sont sous contrôle et que la situation des réserves s'est davantage améliorée. Et puis l'Institut national de préparation professionnelle INPP Ituri s'associe aux efforts du gouvernement provincial dans la réinsertion socio-professionnelle de populations, notamment des individus victimes de conflits armés, ainsi que des ex-combattants au travers de différentes formations pratiques offertes par cet établissement public. Plus de détails dans ce reportage signé Rite Mango. Au cœur de la ville d'Ebounia, à l'intersection des avenues Moulungué et du gouvernorat, se lève majestueusement un bâtiment moderne, l'Institut national de préparation professionnelle INPP Ituri. Cet établissement public à caractère technique et social s'est donné pour mission la promotion professionnelle de jeunes Ituriens, en leur offrant des formations adaptées aux exigences du marché du travail. Une initiative largement saluée par les apprenants. Nous avons vraiment nous avons vécu dans les jours où nous avons passé notre stage ici et nous avons vraiment trouvé que l'enseignement ici est excellent. Avant, je ne maîtrisais pas bien Word, Excel, mais lorsque je suis arrivée ici, j'ai maîtrisé certaines choses que je ne savais pas. Au-delà de jeunes, l'INPP Ituri accueille également toute personne désireuse d'accueillir des connaissances et des compétences pratiques, à l'image de nombreuses mères des familles qui y trouvent une opportunité de développement personnel et économique. Je sais coudre. J'ai déjà confectionné 4 blouses. Nous faisons appel à d'autres femmes afin qu'elles viennent apprendre pour faire progresser notre activité. Nous saluons le travail remarquable accompli par le gouverneur Luboya en faveur du développement de notre province de l'Ituri. Nous exhortons les jeunes animés de l'Esprit de Dieu à déposer les armes et à se joindre à nous. Le gouverneur est prêt à les accueillir. Je suis une femme mariée et je me suis dit que rester à la maison, ce n'est pas quelque chose de très important. Rappelons que l'INPP Ituri joue également un rôle crucial dans la lutte contre l'insécurité, notamment à travers la réinsertion socio-professionnelle des ex-combattants. Ce travail est porté par les leaderships affirmés de son directeur général, Godefroy Stanislas Chimanga, incarné en Ituri par le chef d'antenne, Marc Sikou Kantitima, dont la vision s'inscrit dans le cadre du soutien au gouvernement de l'État des sièges, dirigé par le lieutenant général.
Le niveau d'exécution du projet de la construction de la route Beni-Kasindi, le gouverneur du Nord Kivu a visité les chantiers et tout le site de ravitaillement de la société d'autres services. Le général-major Somo Kakule Variste s'est dit satisfait de l'évolution des travaux jusqu'ici. Reportage avec la presse du gouvernorat du Nord Kivu. La route Beni-Kasindi, de plus en plus praticable depuis la reprise des travaux de construction de cet axe sur la nationale numéro 4, reliant la République démocratique du Congo à l'Afrique de l'Est via l'Ouganda. L'entreprise Dot Service intensifie les travaux qui sont à ce jour à l'étape de l'élargissement et du rechargement de la chaussée. Des ponts sont également en cours de construction. Déjà à ce niveau, les usagers roulent en toute aise entre Beni et Kasindi. À mon humble avis, je pense que tels qu'ils ont relancé les activités, je crois que les choses évoluent très bien. Et il faut que cet élan-là se poursuive jusqu'à ce que nous puissions atteindre les bons résultats. Et moi, comme député national, je vais veiller sur ça. C'est dans mes prérogatives de contrôle de l'action du pouvoir exécutif. Et donc, si j'étais là avec le gouverneur de province, je le remercie encore une fois parce que lui aussi a l'œil regardant sur ce projet pour que ça puisse s'exécuter très bien. Ce lundi 25 août, le gouverneur du Nord Kivu a visité cette route pour s'imprégner de l'évolution des travaux, surtout de leur qualité. Le général-major Évariste Somo Kakule a pris tout son temps pour visiter non seulement la route, mais aussi différents sites à partir desquels l'entreprise se ravitaille en matériaux locaux. Qu'il y a moins de 5 km du pont Semouliki, c'est ici que Dot Service installe des concasseurs qui seront opérationnels dans une dizaine de jours. On dit au gouverneur, les responsables de l'entreprise. Juste en bas, c'est une autre machine qui est installée. Contrairement à l'ancien système de détonateurs, l'entreprise travaille déjà pour ébranler la roche de l'intérieur, moyennant des mèches pour obtenir de pierres pour concassage, devant servir à l'asphaltage. L'appréciation est positive de la part de l'autorité provinciale, qui espère déjà la concrétisation de ce grand projet du président de la République au regard de l'importance tant sécuritaire qu'économique de cette route. Et dans le reste de l'actualité, le lac, véritable réservoir d'eau douce et pilier écologique, sont aujourd'hui menacés en RDC comme ailleurs. La journée mondiale du lac du 27 août sonne l'alarme face aux multiples pressions humaines et climatiques sur ces écosystèmes vitaux à Grady-Ponty. Les lacs ne couvrent que 3% de la surface terrestre, mais concentrent plus de 90% de l'eau douce accessible dans le monde. En RDC, des lacs comme le Tanganyika, le Kivu, l'Édouard ou encore l'Albert jouent un rôle crucial pour l'économie locale, l'alimentation, la biodiversité et l'approvisionnement en eau potable. Mais ces joyaux naturels sont aujourd'hui en péril. Pollution plastique, surpêche, exploitation minière incontrôlée et effet du changement climatique fragilisent ces écosystèmes. Selon des experts, certains sites comme le lac Kivu montrent déjà des signes inquiétants. Baisse de la qualité de l'eau, raréfaction de poissons, destruction des berges. À travers cette journée, les défenseurs de l'environnement appellent à une mobilisation collective. Ils plaident pour une gestion durable, des lois plus strictes et des pratiques de pêche respectueuses. Et à l'international, confronté à la violence persistante de Boko Haram, à la baisse drastique de l'aide internationale, notamment américaine, et à l'effondrement des infrastructures sanitaires, les femmes enceintes du nord-est du Nigeria vivent un véritable calvaire. Dans l'est de Borno, les routes sont fermées, le centre de santé déserté et les accouchements se déroulent sans assistance qualifiée dans des conditions dramatiques. Le gouvernement fédéral
a annoncé une enveloppe d'urgence de 200 millions de dollars pour tenter de sauver un système de santé en chute libre alors que le pays a enregistré plus de 75 000 décès maternels en 2023, soit plus d'un quart du total mondial selon l'OMS. Pendant que Boko Haram multiplie les attaques, le médecin fuit les zones rurales, rendant l'accès aux soins quasi impossible dans certaines localités. On ne trouve plus aucun agent de santé. La situation est critique, notamment pour les femmes enceintes qui, sans assistance médicale, sont exposées à des complications souvent mortelles. Malgré les efforts militaires, l'insécurité complique tout redressement du système sanitaire. Voilà qui met fin à cette édition d'information coordonnée par Julia Camonia, réalisée par Héritier Moutombo et Chrétien Gaëmé. Merci à vous de l'avoir suivi. Et bonne suite de programme sur Bosolo TV, la première chaîne au cœur des investigations en RDC. Au revoir.